Ouais, je continue mes petits comptes rendus littéraires sur les livres que j'ai lus. Alors celui-là, je l'ai trouvé à la petite librairie de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Donc c'était un livre d'occasion. Christophe Lippot, La meilleure part de la fraternité des loges à la communion de l'Église. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un témoignage d'un ancien franc-maçon et c'est toujours très parlant de voir des personnes parler de leur conversion et donc parler de leur expérience qu'elles ont vécue elles-mêmes plutôt que un traité, une théorie sur la question. Donc j'en avais déjà lu parce que bah, ils existent, enfin il y en a un certain nombre dans la littérature catholique, mais celui-là je ne le connaissais pas. Et c'est intéressant parce que j'ai vu que l'auteur depuis a fait beaucoup de choses, notamment Pékin Express. Enfin, c'est une personne, et ça se voit à la lecture de ce livre, qui est très intéressante en tant que tel, qui a un parcours et une personnalité assez remarquable. Alors ce livre, je l'ai lu rapidement parce que il se lit extrêmement bien, il est très particulier, il n'est pas habituel, on sent que c'est comme dans un écrit intime, comme dans un essai. Il y a beaucoup de développement, pas toujours les détails spatio-temporels, donc on se prend bien à la lecture. Ce que j'ai trouvé intéressant sur la partie, donc je ne vais pas le résumer, mais sur la partie qui concerne la franc-maçonnerie, et donc moi ce que j'aime bien dans les témoignages, où grâce aux témoignages on arrive à mieux comprendre des aspects de la société qu'on connaît moins, qu'on n'a pas expérimenté. Donc là ce que j'ai trouvé intéressant c'est sur la franc-maçonnerie comme en fait lieu des amitiés. Et à quel point c'est difficile, et franchement j'ai été bouleversée par ça, de quitter un milieu définitivement, dans lequel on s'est fait des vrais amis et avec des personnes avec qui vraiment il y a des choses belles qui se sont nouées au-delà des convictions maçonniques. Et donc je pense que c'est généralisable à tout type de communauté, et dans des paroisses il y a aussi des amis, mais je veux dire c'est pas si facile de demander à quelqu'un de renoncer à son milieu, là où il s'est construit des amitiés, et lui il y est resté longtemps, donc il y en a eu d'autant plus. Et je pense que ça peut nous aider aussi à comprendre pourquoi, par exemple, quelqu'un comme le colonel Arnaud Beltrame, bien que peu pratiquant, peu assidu en maçonnerie, n'est pas formellement coupé. Moi, je peux comprendre, enfin, je comprends mieux à la lecture de ce déchirement, de ce choix radical qu'il a fait, à quel point c'est pas facile, y compris quand on n'a pas forcément des convictions maçonniques, en l'occurrence quand on a de vraies convictions chrétiennes, mais que par ailleurs, par avant, on était inséré en maçonnerie sans y voir un mal en soi. Et donc j'ai trouvé intéressant ce qu'il disait par rapport à son épouse, parce que effectivement, la maçonnerie permet pas de vivre les choses en couple comme, enfin voilà, comme société effectivement d'initiés, à l'inverse, bah, voilà, d'une communauté d'église par exemple. Alors ce qui est intéressant, c'est que la figure du prêtre ici, le père Ronan de Gouvello, a été déterminante. Donc il y a une grande part qui est donnée à Rocamadour, avec parfois des choses, on ne sait pas si c'est vraiment un rêve ou si ça s'est passé comme ça, c'est pour ça que l'écriture est très originale. Mais donc ce père, en fait, il m'a semblé avoir une forte influence. Il y a de très beaux portraits très émouvants, hein, des amis qui ont provoqué la conversion aussi de Christophe et de son épouse. Mais on voit que effectivement, il a joué un rôle déterminant, y compris dans sa rupture brutale avec la franc-maçonnerie. Et à tel point que je me suis dit que ce curé était un peu dur, voilà. Même s'il avait un caractère certain. Et effectivement, j'ai vu que parce que j'en avais vaguement entendu déjà parler, mais j'ai vu que bah, il avait eu un écart de conduite, visiblement, parce qu'il avait eu un enfant. Alors, encore une fois, c'est bien d'avoir un enfant plutôt que de cacher d'avorter, bien sûr. Mais ça voulait juste dire qu'effectivement, je crois qu'il n'est plus dans l'état clérical. En tout cas, ça montre aussi ce que je pressentais, c'est qu'il faut parfois se méfier des leaders très charismatiques qui vont jusque vers on va dire, qui peuvent dévier vers la manipulation, même si je ne juge pas parce que je ne connais pas, mais je veux dire que c'est un risque, et donc c'est bien d'avoir des gens charismatiques, visiblement ils l'étaient, mais peut-être avec un caractère très entier, très autoritaire, très influenceur. Mais quand on a beaucoup d'influence sur les gens,
on peut avoir un sentiment de toute puissance. Enfin, c'est peut-être ça. Mais ce qui s'est passé, mais le but, c'était pas simplement voilà, de pointer du doigt ce prêtre, puisque ce qui était important, c'est le chemin de foi de cet homme qui vient pas du tout d'un milieu habituel catholique. Et j'ai trouvé, et notamment au vu du fait qu'il continue à faire des choses extrêmement édifiantes, enfin des défis remarquables dans les émissions télé actuellement, où il y a peu, et ben évidemment, enfin, voilà, c'est d'autant plus, ça donne d'autant plus de force à ce qu'il raconte dans de la force de cette foi chrétienne qui désormais l'habite. Donc c'est ce genre d'ouvrage assez improbable entre guillemets que je tombe dessus, même si le thème m'intéressait, mais j'étais très surprise, c'est pas habituel. Et c'est intéressant, voilà, sur la question, vraiment, ne caricaturons pas, la franc-maçonnerie c'est interdit, il faut pas y toucher, c'est diabolique, etc. Donc, a fortiori, les membres qui en font partie le sont, et donc il n'y a absolument aucune autre chose à faire que de se couper d'eux violemment, parce que, effectivement, les gens qui y sont et qui se convertissent à la foi chrétienne, bah, ils ont été insérés dans des vraies relations d'amitié, et il ne faut pas diaboliser les gens qui y sont, parce que du coup, ça crée une image qui est éloignée de la réalité. Donc, si on dénonce ensuite la franc-maçonnerie, mais qu'on emploie des arguments diabolisant ses membres, on va rater le coche parce que on ne sera pas au plus proche de la réalité. Il y a bien d'autres arguments plus rationnels, plus posés et plus exacts, c'est ça, pour montrer le problème d'avoir des sociétés comme ça qui, finalement, par l'ivresse de la sagesse, de la connaissance, montent un peu le boulard à leurs membres sans qu'ils s'en rendent compte. C'est une forme d'orgueil et qui ne permettent pas de partager ça à leurs proches. Voilà, c'est un peu ça le problème, mais en soi, dans la manière dont on en parle, il faut quand même qu'on fasse attention, y compris ne pas nier que, bah, en fait, ils peuvent, enfin, les gens qui y vont vivent des choses sincères et qui font aussi du bien autour d'eux. Les deux sont pas incompatibles, c'est pas parce qu'on pense que quelque chose est mauvais ou qu'on a quelque chose de mieux qu'il faut forcément en avoir une image apocalyptique sur les membres, parce que justement, sinon, c'est là qu'on peut nous accuser de complotisme ou alors de manque de lien avec la réalité. Je pense que c'est pas vrai, et ce genre d'ouvrage justement aide à faire la part des choses tout en étant très clair sur le cadre doctrinal, mais parce que voilà, il est basé sur une expérience vraie, quelqu'un qui a une longue expérience en maçonnerie. Et donc voilà, donc c'est ce genre de livre, j'étais contente de l'avoir lu, et il se lit très vite, très bien, et on sent qu'il y a une personnalité riche derrière.